when I did a major interview in 2021, I was at that point sure that there wasn't a pandemic, or at least whatever was happening had been deliberately and through planning exaggerated to frighten people. And I focused very much, because of my history as a research executive in pharma for over 30 years, I was very concerned about the injections, because I knew there wasn't a public health threat. So why would you want to be injected? My thinking has advanced quite a lot since then, which I may talk about later in this interview. But it's not possible for the injections to be of help to anybody. It's literally not possible. Every medicine, every molecule and atom and constituent of every medicine is in there because somebody chose to put it in there. Hopefully for good reasons, but they put it in there for a purpose, to stabilize something or make it big enough to swallow in the form of a tablet. If you just have the active ingredients in some drugs, it's too small to see. So you need to formulate it with what are called excipients. So, but when I spoke before, I could see multiple features in the so-called vaccines that was not necessary, even if I believed the lies about what I was being told about these things. Even if you believe them, it would not be necessary to incorporate certain features about them. And so my bottom line is, I think, and I'm well qualified to make this claim, probably better qualified than any other single person speaking out, they have been designed intentionally to injure, kill, and reduce fertility. Quels sont, d'après toi, les autres moyens? Tu as parlé de perturbateurs endocriniens. Quels sont Oui, les autres, peut-être d'autres moyens qui font alors, que la fertilité progresse? L'infertilité. l'infertilité progresse évidemment. Alors, pas que effectivement, comme on l'a dit, à cause de ces injections. On pourra en parler, hein, parce que voilà, ils jouent un rôle, important aussi, dans la santé humaine et dans la reproduction. Mais des journalistes comme, par exemple Corinne Lalo, qu'on a souvent reçu à Nexus, que vous avez reçu aussi, à GPTV, autour de son ouvrage, intitulé, «Les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas», sur la fertilité. Et en fait, elle les classe selon 6 groupes. Donc il y a D'accord. les pesticides, hein, qui sont, bon, on sait, hein, ça date, des années 50, omniprésents dans l'agriculture conventionnelle, qui jouent un rôle sur, les hormones. Ça c'est assez, factuel. Les plastifiants, donc dedans on regroupe les phtalates, les bisphénols A, donc qui sont, plus ou moins interdits depuis quelques années, mais qu'on retrouve encore un peu partout. Hem, les produits pharmaceutiques, je vous en parlais juste avant, donc il y a beaucoup de médicaments, qui jouent le rôle de perturbateurs endocriniens, dont le paracétamol, certains psychotropes, pardon, et les contraceptifs, qui sont largement répandus dans notre population, donnés gratuitement à partir de 13-14 ans aux jeunes filles, de manière complètement abusive, sans éclairer leurs connaissances sur la toxicité de ces produits. C'est bien qu'il y ait, des, progrès, voilà, sociétaux, on va pas le nier, hein, chacun est libre, d'utiliser des contraceptifs, mais encore faut-il, expliquer aux jeunes filles, sur lesquelles on fait reposer la seule charge, de la contraception, leur expliquer au moins l'impact sur leur santé, voilà. Il y a aussi les, perfluoroalkylés et les polyfluoroalkylés Alors, qui qu'est-ce que sont c'est que ça? alors ça, c'est les fameux, polluants éternels, les PFAS. On en parle beaucoup, hein, ces derniers temps, D'accord. parce qu'on trouve de plus en plus de sources en France, de sites industriels, pollués, avec ces polluants éternels. On appelle polluants éternels parce que leur durée de dégradation, elle est tellement importante qu'elle dépassera, largement nos durées de vie, et puis celles de nombreuses générations à venir. Donc ça, c'est des polluants, des composés chimiques, qui ont été utilisés depuis les années 50. Ils ont des propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes à la chaleur. Ah, on le connaît bien, c'est dans les plaques, téflon, hein, de nos poêles, à chauffer, dans les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles déperlants et nombreux produits industriels et ménagers. Ils sont apparemment détectés dans le sang de quasiment toute la population, française et mondiale. Tous les gens dans tous les, pays industrialisés, on retrouve dans le sang ces composés. Les parabènes aussi, donc autres composés, qu'on retrouve, cités comme perturbateurs endocriniens, qui sont des conservateurs cosmétiques
et utilisé dans plusieurs centaines de médicaments. Et les fameux retardateurs de flamme, hein, les polybromés, qui sont intégrés dans les textiles, les appareils électroniques et les objets du quotidien. Donc ça veut Ben, dire on que, retrouve en aussi tout. gros, tout ce qui est lié à notre mode de consommation, possède en son sein quelque chose qui nous infertilise. Il y a plus une sorte de système où l'industrie pharmaceutique est maître du jeu, hein, de l'évaluation des médicaments. Et donc, bah, les agences, elles suivent un peu. Parce que de toute façon, c'est pas elles qui les font, l'évaluation. Donc, c'est le problème, c'est ce que dit dans le livre Bruno Falissard, qui est professeur de l'Académie de médecine. Et qui travaille, qui est un psychiatre aussi, pédopsychiatre, qui travaille avec des laboratoires, notamment. Il a travaillé sur des antidépresseurs, enfin, des médicaments psychiatriques, quoi. Et donc, il n'est pas anti du tout industrie. Mais il dit, mais il y a une évidence qu'on ne veut pas voir. C'est qu'en fait, c'est pas normal que ce soit celui qui vend le médicament qui l'évalue aussi. Parce qu'il peut forcément être tenté de l'évaluer d'une façon qui va l'arranger pour que ce médicament ait les meilleurs résultats, qu'il soit plus prescrit. Mais c'est qui va de toute façon l'arranger, puisqu'il doit le mettre sur le marché pour vendre. Bah, il cherche ça, donc il va chercher, et c'est pas normal. Il dit c'est une évidence que ça ne devrait pas être celui qui vend le médicament qui l'évalue. Et il dit quand on en parle avec les laboratoires en privé, voilà, ils reconnaissent, ils disent bah ouais c'est sûr, mais en fait, dans les faits, on a abandonné en fait cette compétence en fait à l'industrie pharmaceutique. Kennedy expose une vérité. Le CDC n'a pas protégé les peuples, il a protégé ses partenaires, ses contrats, ses financiers. Premier fonds ouvert par Kennedy, les vaccins. Il a interdit le Thimerosal, ce conservateur au mercure longtemps injecté dans les bras de millions d'enfants. Big Pharma jurait qu'il était inoffensif, mais l'explosion des cas d'autisme et des troubles neurologiques depuis la fin des années 80 raconte une autre histoire. Comme le résumait une page citoyenne, croire que l'industrie médicale veut vous guérir, c'est au moins autant naïf que croire que le complexe militaro-industriel veut la paix. Et Kennedy pose la question qui dérange. Pourquoi un produit sûr et efficace ne supporte-t-il pas la transparence d'un vrai test placebo? Peut-être parce que la santé n'est pas leur but, peut-être que la maladie est devenue leur business model. Deuxième front, les injections Covid. Kennedy a mis en place une commission d'enquête sur les caillots sanguins. Les résultats sont terrifiants. Des autopsies révèlent des structures fibreuses anormales dans les vaisseaux et ce n'est que la surface. Un nouveau scandale éclate déjà. Le conseiller médical en chef de Kennedy affirme que les injections d'ARN provoquent des turbocancers, des cancers foudroyants, agressifs qui apparaissent trop vite pour être soignés. Ces révélations soulèvent une question encore plus lourde. L'ARN lui-même est-il une bombe à retardement biologique, instable, capable de se dégrader ou d'interagir avec l'ADN par rétrotranscription? Il n'a jamais été testé sur le long terme et pourtant des millions d'Américains, d'Européens, d'enfants et de femmes enceintes l'ont reçu. Et que dire de la France? Aurélien Rousseau, ex-ministre de la Santé, affirmait encore que les vaccins étaient sûrs et efficaces et qu'il n'y avait aucun effet secondaire. Naomi Wolf, au Parlement européen, a rappelé l'absurdité. Même les plaintes déposées contre ces mensonges sont rejetées car les plaignants n'auraient pas intérêt à agir. Alors, si la justice ne protège plus les peuples, qui le fera? Au Sénat, les masques sont tombés. Kennedy a rappelé aux élus leurs propres chiffres. 76,4% des Américains souffrent d'une maladie chronique. Vous êtes assis ici depuis 20-25 ans et vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi? Elizabeth Warren, qui a reçu 855 000 $ de dons pharmaceutiques, a osé l'attaquer. Kennedy lui a rétorqué « Alors, vous voulez que je recommande tous les produits du monde sans aucune donnée clinique ?» Ron Wyden, Michael Bennett, Sheldon Whitehouse, tous ont joué la même partition, tous défendaient les laboratoires, jamais les patients. Et J.D. Vance a fini par exploser. Vous mutilez nos enfants avec des thérapies hormonales irréversibles pour enrichir Big Pharma, vous racontez n'importe quoi et tout le monde le sait. L'audition a révélé le vrai visage du Sénat américain, des élus corrompus, obsédés par la défense des laboratoires, incapables de répondre aux preuves apportées par Kennedy, tous alignés comme s'ils obéissaient à la même voix. Un moment de vérité, l'hypocrisie éclatait au grand jour. Ceux qui prétendaient protéger les Américains défendaient en réalité l'industrie de la mutilation, du profit et de la dépendance médicale.
Kennedy n'a pas peur d'ouvrir d'autres dossiers explosifs. Il alerte sur la 5G, accusée de provoquer des glioblastomes, des tumeurs cérébrales mortelles et de fragiliser la barrière hémato-encéphalique des enfants. Mais les médecins d'aujourd'hui sont formés pour appliquer des protocoles, pas pour les remettre en question. Comme le dit un observateur, ils se croient sauveurs, mais ils ne sont que des pions de l'industrie de la maladie. En osant attaquer la 5G, Kennedy s'attaque non seulement à Big Pharma, mais aussi au complexe techno-industriel. La question est claire, veut-on une santé connectée ou une population asservie par des ondes et des molécules? Sur l'eau, le dentifrice Colgate. Alors, je tiens à parler de ce passage parce que ça, c'est souvent des questions qui reviennent dans les chats en plus. Sur le site du dentifrice Colgate de la marque, il est dit, je cite, du fluor est souvent ajouté à l'eau du robinet pour réduire la formation de caries. Dans les années 30, les chercheurs ont réalisé que les personnes qui buvaient de l'eau du robinet, naturellement riche en fluor, avaient 2 tiers de caries en moins par rapport aux personnes vivant dans les régions où l'eau ne contenait pas de fluor. Depuis, les études ont prouvé constamment que lorsque le fluor était ajouté au réseau de distribution d'eau, les gens avaient moins de caries. L'American Dental Association, l'Organisation mondiale de la santé, l'American Medical Association et bien d'autres institutions encore recommandent l'ajout du fluor dans les eaux de distribution pour son effet positif sur la prévention des caries. Le fluor a en réalité des effets très préoccupants concernant la santé. C'est un des ingrédients principaux du Prozac, antidépresseur, et du gaz neurotoxique sarin, ainsi que d'autres médicaments utilisés en psychiatrie. Contrairement à la croyance commune, il affaiblit la structure minérale des dents ainsi que les os. Il favorise aussi la scoliose, l'ostéoporose et la syphose. Il peut générer des troubles cardiaques, favoriser les cancers, créer des symptômes comme la fibromyalgie, ressemblant à la fibromyalgie, ou encore créer des maladies auto-immunes. Donc on le retrouve dans la grande majorité des eaux en bouteille, dans les dentifrices de grande surface, dans de nombreux sels de sable, des poêles à frire en téflon ou téfal, les laits maternisés et autres produits conseillés aux mamans, les antidépresseurs, produits d'hygiène dentaire et les chewing-gums. Et Charles Elliott Perkins, qui était chimiste et qui a travaillé pour le gouvernement américain après la Seconde Guerre mondiale, a dit que des doses répétées de fluor en quantité infinitésimale réduisent les possibilités d'un individu à résister à la domination en empoisonnant lentement par narcotisme une partie précise de son cerveau, le soumettant ainsi à la volonté de ceux qui veulent le gouverner. Cette phrase, elle prend tout son sens quand on regarde la situation actuelle. Donc si on a une population aussi apathique, incapable à la révolution, ou à la rébellion, ou à la riposte, c'est peut-être aussi parce qu'on a ce genre de problème. Ça peut être une des causes, ouais, effectivement. Eh oui, Il y en a, ouais, bon, on oublie, pas la on seule, oublie hein, cette c'est clair. phrase. Il y a une phrase d'un personnage historique, j'ai oublié le nom, certains me le retrouveront en commentaire, qui dit: on a servi à un peuple par 2 moyens, par la dette ou par la guerre. Bon, déjà, nous, c'est par les deux. Parce que la guerre, on y est. Nous sommes Mm. en guerre. 16 mars 2020. On est le 29 août 2025, on est toujours en guerre. Pas contre un virus, mais contre le système. Voilà. Mais on a servi aussi le peuple par l'alimentation, par l'air, par la pollution, par les poisons du quotidien. Voilà. On l'a servi parce que notre cerveau réagit de manière néfaste et négative à tous ces poisons qui ont été distillés sciemment. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir qui finance l'American Dental Association. On sait déjà pour l'Organisation de la santé. On sait déjà qui est derrière tout ça. Donc, quel intérêt d'injecter un produit à tous les bébés sains qui ne va pas forcément les protéger, qui va les rendre peut-être plus malades et parfois aggraver? Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour l'instant pas obligatoire, heureusement, c'est juste recommandé. Donc, pour moi, je conseillerais de le refuser. Principe de précaution, on refuse. Voilà. Pourquoi accepter une mise sur le marché accélérée, sachant que en fait, la bronchiolite, auparavant, on considérait que c'était une maladie relativement bénigne dans la plupart des cas, non? Voilà, c'est d'ailleurs ce que rappelle la HAS, la Haute Autorité de Santé française, et puis d'autres médecins de par le monde. C'est une maladie généralement bénigne. Alors, parfois, ça peut être grave chez certains bébés fragiles, mais on avait des traitements qui étaient pas chers, qui étaient faciles à mettre en œuvre. C'était la kinésithérapie respiratoire et les aérosols aussi, voilà. Plutôt en France, c'était plutôt la kinésie. Et puis je sais qu'aux États-Unis, quand j'ai discuté avec Peter Maculo, c'était plutôt les aérosols qui marchaient très bien.
voilà, qui coûtent rien, mais qui ne rapportent rien évidemment à l'industrie. Donc pourquoi Et ces traitements en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais ils ne sont plus recommandés en France. Donc en OK, fait, d'accord. c'est un peu le même parcours que ce qu'on a connu avec les vaccins Covid, c'est-à-dire qu'on avait un traitement qui fonctionnait, ou plusieurs traitements, hydroxychloroquine, ivermectine, on les a interdits, comme ça on laisse la voie libre pour les vaccins. OK. Ici, c'est pareil, on arrête les traitements qui fonctionnent, comme ça on engorge les hôpitaux et on dit, voyez, les hôpitaux sont engorgés, donc il faut un médicament prophylactique. Là, c'est pas un vaccin, mais ça a le même rôle, quoi, voilà. Parce que Et c'est rentable pour l'industrie, c'est une rente, puisque si on décide de l'injecter à tous les bébés, bah, c'est un profit assuré tous les ans, voilà. Ça oui, tous permet de les ans, il y a de maintenir nouveaux forcément de nouvelles naissances, donc de nouvelles injections. voilà, ça permet de maintenir les profits en bourse. Alors pourquoi les agences de réglementation acceptent? Ben, ça va être la norme maintenant, c'est-à-dire que, on l'a entendu plusieurs fois chez les responsables, les médicaments et les vaccins vont être autorisés en urgence, sans aller jusqu'au bout des essais cliniques. Ça va être la norme pour les nouveaux médicaments, les nouveaux vaccins, ça sera autorisé en urgence. Voilà, en fait, la Covid a ouvert la boîte de Pandore. Et il y a aussi une autre similitude qui m'a frappée avec les injections Covid, c'est que ce phénomène d'ADE, donc qui fait que juste après l'injection, on remarque des gens qui développent la maladie. Dans les essais cliniques, on a noté des, des infections respiratoires juste après l'injection et surtout dans les campagnes post-commercialisation, donc entre 2023 et 2024, qui ont lieu, donc, comme je vous dis, dans 4 pays. Moi, j'ai analysé ces campagnes et ils essayent de masquer ça, c'est-à-dire qu'ils mettent de côté, un peu comme pour la Covid, les bébés qui font des infections bronchiolites ou des infections respiratoires juste après l'injection, c'est-à-dire entre 1 à 7 jours selon les études. Voilà. Ils les mettent de côté. Et on voit à quel point, effectivement, cette désorganisation imposée par le haut, hein, évidemment, a servi quelques intérêts, hein, Oui, Big Pharma, et bien aussi sûr. d'une idéologie, Mmh. une idéologie Bah, très c'est techniciste. oui, puis une idéologie mortifère, Bah, quoi. ouais. Quand on sait qu'on va laisser des gens seuls, sans soins, bah, on sait qu'on va les favoriser leur mort. Quand on autorise par décret le Rivotril dans les EHPAD, Exact. au lieu de donner les moyens pour qu'il y ait de l'oxygène, des antibiotiques et des corticoïdes, bah, on accélère la mort des gens, donc c'est criminel. Voilà. Alors dans ton ouvrage, il y a une citation, moi, qui m'a interpellé, parce que je voulais terminer cet entretien aussi sur cette réflexion-là. Alors, il est écrit: l'idéologie transhumaniste qui chosifie les personnes au XXIe siècle et tente d'abolir toute pensée médicale au profit de l'idolâtrie de l'intelligence artificielle n'est-elle pas en ce moment cette nouvelle religion qui annihile toute pensée médicale humaniste? Est-ce que c'est le risque qui va balayer cette pensée médicale humaniste, cette nouvelle religion qu'on a vue en application pendant le Covid, d'une pensée médicale imposée et qui fait la part belle à la technologie, à la technoscience, et on le voit aussi maintenant avec la multiplication de la médecine avec l'IA. C'est-à-dire que là, dans cette phrase qui est un petit peu compliquée, il y a plusieurs idées. Moi, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que d'abord, la médecine, c'est pas une science, c'est une pratique. Et que toute manipulation d'ingénierie sociale ou de médias ou des cabinets de conseil ou des fact-checkers, etc., qui visent à dire qu'il faut suivre les injonctions gouvernementales parce que c'est ça la science. Déjà, ça n'a pas de sens puisque la médecine n'est pas une science, c'est une pratique qui doit être libre.